discute un petit peu des changements fondamentaux, des ruptures fortes qui arrivent dans nos métiers, métiers d'ingénierie, métiers de développeur, métiers de la production de logiciels. Tous ces changements sont induits par l'IA et on a vraiment la volonté de créer toute une série de webinaires pour accompagner, pour partager, pour échanger avec vous toutes et tous, parce qu'on pense que on est dans un tournant majeur de l'histoire en fait, de la tech et de l'IT, et c'est aussi de notre responsabilité de partager notre savoir, d'ouvrir le débat et d'accompagner voilà un petit peu tout notre écosystème, tout l'écosystème tech français et européen à travers ces changements majeurs. Donc aujourd'hui, on va se voir pendant, je pense, une grosse heure. Je suis à peu près sûr qu'on dépassera de quelques minutes, surtout si vous avez des questions. Et le thème, c'est Cloud Code. Alors, c'est une découverte de Cloud Code. Ce webinaire s'adresse surtout à ceux qui n'ont pas forcément encore mis en œuvre l'outil, qui veulent faire leur premier pas à travers l'outil. Donc, on va expliquer les concepts importants. On va partager un petit peu de retour d'expérience de Sphère. On va vous expliquer comment on monte en compétences sur ce sujet. Et puis, on va aussi prendre vos questions et vos réponses, qui, j'imagine, seront très nombreuses. Alors, je vois qu'on est également de plus en plus nombreux. On a passé la barre des 300 participants. C'est absolument génial. Petite introduction très rapide. Je pense que beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Sphère, on a une société d'expertise. On a un très, très fort ADN dans l'IA. Mais au-delà de ça, Sphère, c'est 900 experts sur 8 agences, 6 en France, une au Luxembourg, une en Belgique, qui accompagnent plus de 90 clients. On a même plus de 100 clients actifs, en fait, au quotidien, sur leur transformation digitale, sur l'IA, sur le cloud, sur la data, sur le software development. Voilà, on a 4 métiers. Le métier historique, c'est l'engineering. On a également une entité formation que je représente aujourd'hui. On a une activité conseil haut niveau. On accompagne les entreprises pour penser leur système d'information du futur. Et forcément, aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. Et puis, on a des produits, on a du tooling, on construit des plateformes, on construit des environnements IA, on construit des plateformes cloud pour nos clients. Beaucoup de choses très, très intéressantes. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être accompagné par 2 grands spécialistes de l'IA chez Sphère. Didier, déjà. Didier, peut-être tu peux te présenter rapidement. Rapidement, donc Didier Girard, je suis le directeur général du groupe Sphère et j'interviens avec plaisir dans ce séminaire puisque j'ai une grosse expérience de dev. D'abord, on va parler d'outils de dev. Ça fait 45 ans que je code, donc c'est plutôt un sujet c'est mon métier en fait. Ce que je dis souvent, j'ai une fonction, c'est directeur général, un métier, c'est développeur. Et puis après, je connais aussi bien le machine learning puisque j'ai fait une thèse dans le domaine. Donc aujourd'hui, on va parler de 2 sujets qui me tiennent à cœur, le dev et les AI, et je suis content d'être dans ce séminaire. Merci Didier, et je serai également accompagné de Jérôme. Jérôme, je ne sais pas si tu peux te connecter quelques instants, n'hésite pas. Oui, salut. Moi, c'est Jérôme Duprat, Tech Lead Front chez Sphère depuis 8 ans et très gros utilisateur de Cloud Code, dont on va parler. Super, et puis AI Champion, il ne faut pas être discret à ce sujet, c'est quand même un rôle extrêmement important aujourd'hui chez Sphère, parce que clairement, tu fais partie de ceux qui lead en fait notre mouvement IA à l'échelle de nos 1000 collaborateurs. Super, et donc de mon côté, Thomas Gros, moi je dirige l'activité formation du groupe Sphère qui opère sous la marque Sphère Institute. Alors Didier, je crois que tu voulais quand même partager quelques éléments importants, et notamment notre relation en fait avec Cloud Code et pourquoi on estime que le Cloud Code est un outil excessivement important aujourd'hui dans ce nouveau monde en fait qui démarre depuis quelques semaines, quelques mois. Oui, donc je vais faire vite parce que je sais que le contenu est riche et je ne vais pas prendre trop de temps au séminaire parce que faut que ça dure. Mais donc en gros, nous, on a découvert l'usage de cet outil il y a plus d'1 an. On a eu la chance de pouvoir accéder à la bêta de Cloud Code en février 2025. Et autant vous dire, au moment où j'ai commencé à manipuler l'outil, j'ai eu un moment, je dirais pas de panique, mais en tout cas de sidération. Et pendant quelques heures, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ?
En gros, ça fait 45 ans que je code, tout ce que j'ai acquis, tout ce que va devenir ma profession. Notre métier, c'est quand même d'aider nos clients à construire du système d'information. Avec ce genre d'outils, ça va être assez bouleversant. Et donc, je me suis quand même posé une grosse question sur ce qui se passait. Ça a duré quelques heures. Et puis après, je me suis dit, mais finalement, comme tout le temps, derrière chaque crise, il y a une opportunité. Et donc, depuis, on a lancé un énorme programme de changement à l'intérieur de Sphère. Je veux bien que tu passes le slide d'après. La raison principale, c'est que on considère, donc nous, on est là pour aider des clients à construire du système d'information, et on considère que si on n'a pas tout un chacun adapté à l'échelle, l'intelligence artificielle et l'IAGEN, entre autres, à l'échelle, globalement, Sphère, qui est une entreprise de 900 personnes, d'ici, l'année dernière, on disait 5 ans, maintenant, on a déjà consommé 20% du temps, donc on va dire dans 4 ans, l'entreprise n'existera plus. On est vraiment sur un changement avec un très gros impact sur notre métier, donc loin de moi de dire qu'il n'y aura plus de gens pour construire du système d'information. Ce que je dis simplement, c'est que l'acte métier de la construction du système d'information, de la production du SI va complètement changer. Et donc, notre devoir, et le devoir que l'on s'est fixé chez Sphère, c'est de devenir des experts de ce sujet-là et de maîtriser complètement les outils. Et donc, c'est pour ça, je veux bien que tu changes de slide, que je dis régulièrement, il faut qu'on arrête de se considérer comme une entreprise de 1000 personnes, parce que si on continue à dire qu'on est 1000, en fait, on se comporte comme une entreprise de 1000 personnes. Et avec ces outils, en fait, on est capable d'aller chercher ce qu'on appelle le 10x, c'est-à-dire des gains de productivité très importants. Et donc, notre devoir, c'est plus de se penser comme un groupe de 1000 personnes, parce que sinon, on ne va pas chercher tous les bénéfices que sont capables de proposer ces outils. Il faut qu'on arrive à se penser comme une entreprise de 10 000 personnes. Et là, on sera capable de délivrer la valeur que ces outils nous proposent à nos clients. Donc, c'est le gros enjeu, c'est l'endroit où on se positionne. Et c'est vrai qu'en juin 2025, j'étais un petit peu, pas inquiet, mais préoccupé par le fait que la boîte bascule dans cette nouvelle ère. Et en septembre, en fait, il y a des ingénieurs qui sont venus me voir en me disant « Regarde ce que j'ai fait, c'est vraiment incroyable, les outils sont fous ». Et c'était des gens qui n'étaient pas dans mes zones d'influence, que je ne connaissais pas forcément. Et là, je me suis dit « Ça y est, l'entreprise est embarquée, elle est en train de basculer ». Et c'est vrai qu'on est dans une accélération constante dans l'adoption de ces outils. Et on crée de plus en plus de valeur chez Sphère via ces outils de génération de code, que ce soit bien sûr nous ingénieurs, mais aussi toutes les autres fonctions de l'entreprise, le recrutement, le marketing, la DAF, les équipes commerce, tout le monde finalement adopte ces outils et cherche à créer de la valeur de manière à ce qu'on devienne vraiment un groupe qui est capable de produire de la valeur à l'échelle d'un groupe de 10 000 personnes. Voilà ce que je voulais dire en introduction. On est vraiment dans un choc systémique. Et donc, c'est pour ça qu'on va vous partager ce que l'on sait sur l'outil de manière à ce que finalement un maximum de personnes en profitent. Merci Didier. Toujours très inspirant. Je pense que tu mets bien l'accent en fait sur le changement que l'on traverse aujourd'hui et puis l'impératif d'aller de l'avant et d'utiliser ces IA aujourd'hui. On n'est plus dans quelque chose qu'on doit adopter dans quelques mois, dans quelques années. C'est quelque chose qu'on doit déjà utiliser au quotidien. Et donc, il est vraiment impératif de monter en compétences dessus et de s'outiller. Merci Didier. Alors, on va passer une grosse heure ensemble. On va faire le tour en fait de Claude Code. On va d'abord parler un petit peu des concepts très fondamentaux, très haut niveau, et puis après on verra les essentiels. On verra les essentiels pour bien démarrer, pour que à la fin de ce webinaire, vous sachiez commencer à faire vos premières applications sur Claude Code. Alors bien évidemment, on ne sera pas dans un niveau de haute technicité, de maîtrise, c'est un webinaire de découverte, mais quand même, quand on aura ces fondamentaux, vous allez voir qu'on peut déjà faire plein de choses hyper intéressantes. Derrière, on fera un retour d'expérience et Jérôme vous partagera en fait comment Claude Code transforme son quotidien et le quotidien de ses clients à travers quelques cas d'usage. Je prendrai une petite aparté également pour vous partager notre offre de montée en compétences sur le sujet, comment on peut vous accompagner. Et puis, on prendra du temps pour répondre à vos questions en fin
en fin de séance. Voilà, j'espère que vous allez apprécier ce webinaire. J'imagine que vous aurez plein de questions. Alors, vous avez soit le chat, mais c'est pas forcément le truc plus pratique. Dans Meet, vous avez 9 petits points en bas à droite et quand vous cliquez dessus, vous avez un onglet Q&A. Alors, je vous invite à poser les questions dans l'onglet Q&A. Comme ça, à la fin, on pourra y répondre plus facilement, les dépiler. Vous pouvez voter sur les différentes questions. Ce sera beaucoup plus pratique. Et voilà. Et donc, sans transition, on va démarrer et on va introduire Claude Code et découvrir qu'est-ce que c'est que Claude Code. En aparté, comme pour compléter ce que dit Didier, en fait, on voit que aujourd'hui, de très nombreuses entreprises ont pris le pas ou prennent le pas d'utiliser des agents de codage pour développer toute ou partie de leur logiciel. Et ce sont devenus réellement de vrais collaborateurs. Alors, on voit des chiffres qui sont très impressionnants. Quelques exemples qui ont été publiés par Anthropic dans leur guide des tendances de codage agentique qui est sorti en début d'année. Par exemple, chez Rakuten, on peut rajouter une fonction dans une base de code de plus de 12 millions de lignes avec une exactitude quasi parfaite en quelques heures de travail autonome d'une IA. Chez TELUS, en fait, on est capable d'économiser 500 000 heures en fait, de travail à travers des dizaines de milliers de solutions IA qui sont créées. Chez Zapier, l'intégralité de l'entreprise ou quasiment l'intégralité de l'entreprise adopte l'IA et ce sont des centaines d'agents qui sont créés en interne. Et ces exemples, en fait, ils s'accumulent tous les jours. On en voit de plus en plus les succès et des succès d'échelle, en fait, chez nos clients ou d'autres entreprises de l'écosystème IT à travers les agents de codage. Alors, si on parle de Claude Code en particulier et qu'on essaie de le définir, Claude Code, c'est ce qu'on appelle un outil de coding agentique. Ça a un certain nombre de capacités. Par exemple, ça va être capable de lire votre base de code, d'éditer vos fichiers, d'exécuter les commandes et de s'intégrer, pourquoi pas, dans votre environnement de développement. Donc, toutes ces actions correspondent au cycle de vie, en fait, de développement logiciel qui peut être augmenté, voire même autonomisé par l'IA. Donc, Claude Code, c'est quelque chose qui va savoir agir et qui ne va pas uniquement générer du contenu. Au cœur du fonctionnement de Claude Code et globalement de beaucoup d'agents IA, on a une dualité. On a d'un côté un modèle et on a d'un autre côté ce qu'on appelle un harnais. Alors ça, c'est peut-être la slide la plus importante en fait pour comprendre le fonctionnement de tout ce webinaire. Un agent, c'est pas une IA toute seule en fait qui sait faire plein de choses. C'est une IA et tout ce qui va le transformer en agent. Alors, Anthropic, qui est la société derrière Claude Code, va fournir un certain nombre de modèles. On discutera de Haiku, de Sonnet, de Opus, qui sont des familles de modèles avec des capacités différentes. Globalement, ils vont pouvoir raisonner, planifier, générer du contenu et pourquoi pas générer du code. Mais sans outils, ces modèles, en fait, ils vont rien pouvoir faire. Et donc, pour pouvoir interagir avec le monde extérieur, Claude Code, en fait, fournit à ces modèles-là des outils qui vont peut-être, par exemple, permettre de lire le système de fichiers, d'écrire dans le système de fichiers, de se connecter à Internet, d'aller faire une recherche. Claude Code va fournir également à ces outils la capacité de gérer une conversation, de se souvenir de ce que l'on a dit. Et puis, Claude Code va aussi leur permettre de boucler, d'avoir une itération où on va pouvoir construire progressivement, on va le voir étape par étape, des contenus. Et évidemment, autour de Claude Code, dans Claude Code, vous avez des principes de sécurité, de permission, que les agents ne puissent pas faire tout et n'importe quoi avec par exemple, avec votre système de fichiers. Et puis, c'est un système qui est extensible. Donc, vous allez pouvoir vous connecter à des environnements tiers, vous allez pouvoir enregistrer votre bonne pratique pour les réutiliser plusieurs fois, et vous allez pouvoir également introduire des choses un peu plus déterministes pour, par exemple, interagir sur tout le cycle de vie de développement logiciel. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un agent de codage, au cœur du cœur, c'est à la fois un cerveau, et là, on va parler de modèles d'IA, de LLM, et c'est également un harnais qui va permettre de donner des capacités, mais également de contrôler le comportement de ce LLM. Si on parle des modèles au sein de Claude Code, vous en avez trois familles de modèles à connaître. Vous avez Haiku, Sonnet et Opus.
Et vous, en tant qu'utilisateur, vous aurez la capacité de choisir en fait lequel vous utilisez. Alors, Haiku, c'est un modèle qui est très intéressant pour la vitesse et pour le coût. Il est moins intelligent d'une certaine manière, il est capable de raisonnement moins profond, donc on va peut-être l'utiliser pour des tâches plus simples, où on a besoin de beaucoup de rapidité, d'une très faible latence, et pourquoi pas, du coup, avec beaucoup de volume en fait d'action. Sonnet, c'est une sorte d'équilibre, c'est un modèle très polyvalent. Équilibre entre la capacité de raisonnement, par exemple, la vitesse d'exécution et aussi le coût. Et puis derrière, vous avez Opus qui aujourd'hui est dans ce qui est intégré dans les modèles publics, le modèle le plus capable. Donc c'est un modèle qui est capable d'attaquer des tâches complexes, notamment des tâches de développement avec beaucoup de succès, des tâches d'architecture parce qu'on a des capacités de raisonnement profond, ou du refactoring d'envergure, travailler sur des très grosses bases de code. Alors chacun de ces modèles sont disponibles à travers Claude Code. Vous aurez plus ou moins, en fonction des plans, on va en parler, que vous choisirez de capacité d'usage de ces modèles. Et ces modèles, en fait, ils vont consommer un peu plus de ressources. Ils vont générer un peu plus de contenu. Et du coup, vous allez avoir des modèles qui vont coûter plus ou moins cher à l'usage. Donc, gardez bien cette distinction. Pour coder, moi, j'utilise énormément Opus, mais on discutait hier justement avec des collègues, un modèle type Sonnet très bien configuré et extrêmement performant. Donc ce modèle-là, en fait, vous avez un harnais autour et à l'intérieur, vous avez une boucle agentique. Cette boucle agentique, du point de vue de Anthropic, elle est restée volontairement très très simple. C'est une boucle, tant que c'est vrai, on continue, hein. Et il y a principalement 3 phases qui se chevauchent. Donc, vous allez envoyer des instructions à un agent et l'agent va récupérer vos instructions, va essayer de les comprendre. La première étape, c'est ça, c'est comprendre votre contexte, de quoi vous parlez, rechercher ce dont il a besoin pour fonctionner. La deuxième action, c'est agir. Peut-être que le modèle va éditer votre code source, peut-être que le modèle va exécuter des commandes, peut-être que le modèle va invoquer des outils qui vont pouvoir faire des actions. Et puis ensuite, on a une phase de vérification. Vous avez derrière un modèle qui va peut-être lancer des tests, qui va lire les sorties qui ont été générées et les examiner, et peut-être décider de déclencher d'autres actions à partir de ces sorties. Et c'est là où on va boucler. En fait, vous avez un modèle qui va itérer sur ces phases-là jusqu'à avoir fini une tâche. Donc ça, c'est le cœur de Claude. Et si vous avez déjà bien compris ce fonctionnement, vous êtes sur des bonnes bases. Claude Code, c'est en fait un outil, mais que vous allez pouvoir exploiter depuis plusieurs endroits, depuis plusieurs surfaces. Dans ce webinaire, je vais vous montrer Claude Code à travers la CLI, c'est-à-dire l'invite de commande. Et c'est pas compliqué, même pour des utilisateurs qui ne sont pas du tout familiers avec la ligne de commande. Mais en pratique, en fait, vous pouvez choisir où vous exécutez Claude Code et comment vous y connectez. Vous pouvez utiliser Claude Code à travers une application desktop que vous téléchargez depuis le site d'Anthropic. Donc, vous avez une application, par exemple, sur Mac. Moi, je suis sur Mac aujourd'hui, avec une fenêtre, sans terminal, avec laquelle vous pouvez interagir. Vous pouvez également utiliser Claude Code sur le web. Donc, vous pouvez aller sur claudecode.ai/code et là, vous allez pouvoir accéder aux bases de code que vous aurez autorisées et déclencher Claude Code sur des machines virtuelles gérées par Anthropic dans le web, par exemple. Vous pouvez également utiliser Claude Code dans votre environnement de développement intégré. Et donc, ça peut, via des intégrations officielles, par exemple, dans VS Code, dans JetBrains, vous allez pouvoir avoir l'agent d'un côté, vos fichiers de l'autre et voir un petit peu plus proche du code ces interactions-là. Claude Code s'intègre aussi dans à peu près tous les IDE qui sont compatibles, par exemple, avec des protocoles comme le protocole ACP. Et puis, il y a énormément d'intégration de Claude Code. Claude Code, vous allez pouvoir l'intégrer à Chrome, piloter Chrome depuis Claude Code. Vous allez pouvoir l'intégrer à Slack, avoir des commandes Slack qui déclenchent des traitements Claude Code ou tout un tas d'autres outils. On parlera en fait de ces extensions qui permettent de connecter Claude à l'environnement extérieur. Et last but not the least, également fourni par Anthropic, vous avez la capacité d'exécuter Claude Code en mode headless. Alors ça, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir du coup intégrer Claude Code à vos flux, automatiser et en fait le piloter sans avoir de capot. Donc du coup, par exemple, pour vos tâches que vous voulez planifier, pour l'intégrer dans votre CI/CD,
c'est aussi tout à fait possible. Donc, ce que l'on va voir là à travers la CLI, dites-vous que vous pouvez la voir à travers plusieurs surfaces et vous pouvez même basculer aujourd'hui d'une surface à l'autre dans plein de contextes. Alors, un petit mot sur la partie plan et tarification. Claude Code, c'est inclus dans les plans Code qui sont payants aujourd'hui. Donc, à partir du plan Pro jusqu'au plan Entreprise, vous avez accès à Claude Code avec des tarifs différents qui, généralement, impliquent des quotas d'utilisation différents, voire même des accès un peu prioritaires sur les nouvelles fonctionnalités et parfois même des vitesses un petit peu différentes selon certains usages. Et pour les plans entreprises, vous avez bien évidemment la gouvernance, les accès sécurisés, l'intégration avec votre search, etc., qui sont disponibles. Tout est disponible en ligne, je vous invite à aller voir sur le site de Claude Code. On a souvent des questions sur oui, mais mes données, la confidentialité, etc., qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut vous dire que quand vous travaillez sur Claude Code en local, par défaut, vos données, elles ne sont pas copiées chez Anthropic. Vous avez des interactions avec votre agent. Et là, vous allez transmettre en fait des informations au modèle sur votre conversation, les fichiers sur lesquels vous voulez travailler, et c'est bien normal. Mais il n'y a pas d'usage de vos data pour entraîner vos modèles. Alors, dans les approches commerciales, par défaut, il n'y a pas d'usage. Dans les approches consumer, sur les plans principaux, vous avez un opt-in, opt-out explicite. Il faudra les vérifier et le désactiver. C'est votre choix d'autoriser Anthropic ou non à utiliser les données en fait de vos conversations pour entraîner des modèles. Et quelque chose qui est vraiment très très intéressant aussi, vous n'êtes pas obligé d'utiliser à travers Claude Code les modèles d'Anthropic qui sont hébergés directement par Anthropic. Anthropic a des partenariats avec les grands cloud providers, par exemple, Amazon, Microsoft, et on est très très proche également chez Sphere de Google. Donc vous pourrez choisir, par exemple, de dire, mais voilà, Claude Code, je veux que tu utilises un modèle qui est sous Vertex AI. Comme ça, vous contrôlez la région d'exécution de votre modèle, vous savez où les datas sont traitées. Et ça, c'est très important aussi pour de nombreux clients. C'est très facile à configurer que votre Claude Code soit redirigé, par exemple, vers un modèle Opus qui est hébergé par Google Cloud sur Vertex dans une région en Europe. Voilà. Donc, on a la petite picture et on va passer à une petite phase de démo. Donc, pendant une grosse vingtaine de minutes, je vais vous montrer un petit peu comment Claude Code s'utilise, pas à pas, sur les basiques. On va essayer, je ne sais pas si on arrivera jusqu'au bout, mais je vous livrerai en tout cas le repo. Vous recevrez un petit mail de follow-up à la fin de ce webinaire avec un petit repo pour faire une petite application. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on essaye ou qu'on s'approche en fait de coder en live une application qui va permettre d'analyser les transactions immobilières en France. Donc, on va arriver à se plugger sur la base du gouvernement, faire des requêtes dessus et ville par ville avoir des graphiques et pourquoi pas même arriver jusqu'à plotter tout ça sur une carte. Donc, ça va nous faire passer par plein d'étapes d'utilisation de Claude Code et c'est un petit use case qui est relativement simple, qu'avant on mettait quelques heures à faire et qu'aujourd'hui on est capable de faire en quelques minutes avec un Claude Code et qui va vous permettre d'avoir les bases pour pouvoir derrière expérimenter sur un peu tout type d'application que vous voulez à travers un environnement comme Claude Code. Allez, c'est parti. Donc, la base, je vais laisser sur la machine pour pas perdre trop de temps, c'est installer Claude Code. C'est vraiment très très simple. Vous avez à aller sur le site d'Anthropic, vous avez la commande. Dans le terminal, vous n'avez plus qu'à lancer ce script install.sh dans votre terminal et vous aurez Claude Code qui sera installé. Claude Code va se versionner automatiquement, se mettre à jour automatiquement. Donc, c'est à chaque fois que vous le relancerez, c'est vraiment très, très pratique. Une fois que vous avez installé Claude Code, la commande que vous avez à taper dans votre terminal, c'est Claude. Et là, vous allez rentrer dans l'agent de codage et vous allez pouvoir interagir avec lui et votre première conversation. Par expérience, et là c'est pour les un peu plus geeks, ça peut être intéressant d'utiliser des terminaux qui sont un peu plus modernes que le terminal de base de votre ordinateur. Moi, j'utilise fortement un terminal qui s'appelle Ghosty parce qu'il est extrêmement rapide, parce qu'il gère bien les caractères, parce qu'il marche sur plusieurs plateformes, parce qu'il supporte des protocoles très très modernes. Donc voilà, il y a des projets qui sont open source, qui sont reconnus dans la communauté, qui sont extrêmement déployés, qui à mon sens sont intéressants d'utiliser quand vous voulez utiliser Claude Code en mode CLI. Et encore plus, moi j'utilise un manager de session, comme ça quand je ferme ma machine et que je la réouvre, je garde mon contexte. Donc il y en a un qui s'appelle Tmux, qui est intéressant. C'est un peu geek, mais c'est vraiment très pratique.
Et si vous ne savez pas les utiliser, c'est pas dur. Vous avez qu'à demander à Claude. Et Claude vous expliquera comment vous configurez votre Ghosty, comment vous configurez votre TeamX et comment vous pouvez faire marcher les deux ensemble. Et ça, c'est un réflexe que vous allez pouvoir avoir. Claude, c'est pas juste un agent qui va vous produire du code. N'hésitez pas à lui demander, mais comment je fais ci, comment je fais ça, comment j'utilise tel outil. Et il vous l'expliquera. Vous allez gagner un temps fou, en fait, sur votre productivité quotidienne et sur l'usage d'un ordinateur, la configuration de solutions avec laquelle vous êtes peut-être pas familier. Donc, quand on est dans un shell, et là je suis dans un shell, voilà, pour démarrer, on lance Claude et on va se retrouver dans une invite en ligne de commande à laquelle on va pouvoir parler à notre agent. Je vais lui demander « Salut Claude, comment ça va ?» Alors, on va tenter de le faire en live. J'ai préenregistré une démo quand même au cas où on aurait des soucis de connexion. Mais vous voyez, ces interactions sont naturelles, sont rapides avec Claude. Alors, quand on démarre un projet Claude, ce qui pourrait être intéressant, c'est de prendre quelques minutes pour partir sur de bonnes bases. Il y a 3 bases qui sont vraiment importantes. La première, c'est de versionner votre code. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous sont dans le monde du logiciel, vous le savez. Vous voulez historiser votre code, gérer les versions, pouvoir le sauvegarder dans le cloud, pouvoir permettre de travailler à plusieurs. Donc, c'est bien d'avoir un repository. Aujourd'hui, un des standards, c'est Git. Donc, moi, derrière, j'ai un repository Git. Et le dossier dans lequel j'ai lancé Claude Code, c'est le dossier de mon repository Git. Ensuite, vous avez un projet qui est vide ou vous avez un projet qui est déjà existant. Ce qui peut être intéressant, c'est de lancer une commande qui s'appelle /init. On va reparler des commandes dans Claude. Ces commandes-là vont analyser votre dossier, vont commencer à créer une mémoire pour Claude Code, de bonnes pratiques, de conventions, etc., que vous allez pouvoir enrichir au fur et à mesure, mais c'est la première base pour que Claude Code comprenne votre projet. Alors, sur un projet vide, si je lance init, effectivement, vous allez voir qu'il ne se passe pas grand-chose, parce que j'ai rien en fait dans mon projet. Il me dit que c'est un dossier empty, il voit que c'est un dossier Git, mais il commence à comprendre en fait l'environnement dans lequel je suis. Il me dit, tiens, un fichier Claude MD, on y reviendra, pourrait vous aider à comprendre comment Claude fonctionne et gérer des commandes. Donc, il me pose des questions, et Claude va vous guider en fait en permanence sur l'usage et sur votre développement. Donc là, il me demande, est-ce que je veux ajouter d'abord des bases de code ou est-ce qu'il veut me créer déjà un minimum, un Claude MD minimal pour démarrer. Donc, je vais lui dire, option 2, il va créer un Claude MD, un fichier vide, et puis il va considérer que le repo est vide. Donc, vous voyez, Claude interagit avec mon système de fichiers. Claude sait par défaut, il a des outils, il a des commandes qui permettent d'écrire et de lire sur mon système de fichiers. Alors, vous allez vous dire, mais du coup, si Claude peut lire et écrire sur ton système de fichiers, Thomas, il peut faire tout et n'importe quoi. Eh bien non, parce que vous avez des garde-fous. Vous avez cette notion de harnais autour. Claude ne peut pas supprimer tous les fichiers. Claude ne peut pas les naviguer partout sur mon ordinateur. Donc, il y a des configurations par défaut et vous allez pouvoir également le contrôler. Vous allez pouvoir décider, en configurant un fichier settings.json, quelles sont les commandes que Claude peut utiliser. Est-ce qu'il peut supprimer? Qu'est-ce qu'il peut supprimer? Est-ce qu'il peut lire? Qu'est-ce qu'il peut lire? Etc., etc. Et ces commandes vont être au fur et à mesure, pourquoi pas, on peut les mettre à jour au fur et à mesure de la vie de notre projet. Une fois que vous avez démarré Claude, en fait, vous allez devoir changer un peu de mindset sur la manière dont les logiciels sont développés. Historiquement, le cycle de développement logiciel, c'est beaucoup de transitions entre la planification, la conception, l'implémentation, le test, qui sont faites par des humains, qui prennent des semaines. Là, aujourd'hui, on va passer sur un mode agentique où on va apprendre à exprimer notre intention la plus clairement possible, de manière à ce qu'un agent la comprenne, puis un agent implémente, puis un agent peut-être venir les tests et la documentation, pour que vous, humains, vous ayez contrôlé le travail qui a été fait par un agent. Donc ça, c'est le grand changement, en fait, du monde dans lequel on vit. Et c'est pas une amélioration incrémentale, comme l'a dit Didier, c'est vraiment un changement radical. L'agent va travailler comme un collaborateur, vous allez le guider et vous allez contrôler, en fait, ce qu'il produit. Donc, on va se retrouver, en fait, à l'usage de Claude avec ce type d'usage où vous allez définir votre prompt. Claude va le lire. Claude va planifier, en fait, une implémentation par rapport à vos spécifications. Claude va potentiellement la construire en éditant des fichiers. Et puis, vous, derrière, vous allez pouvoir
faire la review, analyser ce que Claude a fait, le guider, lui dire ça me plaît, ça me plaît pas, corrige, amende, etc. jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Et du coup, vous allez avoir de nouvelles fonctionnalités dans votre application. Et bonne pratique que l'on vous recommande chez Sphere, vous allez demander à Claude de tirer les enseignements en fait de ce qu'il a fait dans cette conversation pour se souvenir des nouvelles bonnes pratiques, des choses qu'il faut plutôt faire, des choses qu'il va falloir éviter de faire à l'avenir dans les futures évolutions que vous allez lui demander. Et donc, à titre d'exemple, on va commencer à parler à Claude. Et moi, je vais demander à Claude de démarrer mon application. Donc, je vais lui dire que mon projet, c'est un projet d'application web. Je veux une petite application web, qui est vraiment très, très simple, qui va analyser le coût, en fait, et les transactions immobilières qui a eu lieu dans les différentes communes. Donc, je vais lui poser une spec. Et Claude, vous pouvez interagir en copiant-collant, voilà, du contenu. Donc, j'ai déjà préparé un prompt tout simple. Le projet, c'est une mini-application web qui analyse les prix de l'immobilier d'une commune à partir des données du gouvernement. Concrètement, on va avoir un back-end qui ingère un fichier de données et je veux un front-end qui affiche un graphe sur 24 mois pour la commune que je peux saisir. Voilà, j'ai une démo de 30 minutes, le scope il est serré, je veux une seule commande, je suis tout seul sur le projet, etc. Propose-moi une stack technique. Et ça va être très intéressant quand vous utilisez les agents de codage, de leur demander, en fait, d'abord de planifier votre activité. Et pour ça, Claude a un mode, en fait, qui est très intéressant, c'est un mode plan. Donc, ce mode plan, c'est quelque chose que vous allez pouvoir choisir vous-même. Et ça s'utilise avec des petits raccourcis de geek, Shift, Tab, 2 fois. Alors, je vais mettre dans mon Claude, j'appuie sur Shift, Tab, et si vous regardez en bas, vous avez dans la barre de statut quelque chose qui change. Et là, je me mets en mode plan. Le mode plan, c'est quelque chose qui va verrouiller Claude à de la lecture uniquement de la proposition. Pardon. Il ne va pas écrire de fichier, il ne va pas modifier votre système. Donc, je vais lancer Claude en mode plan sur cette commande qui lui demande de réfléchir à une architecture. Normalement, il devrait essayer de comprendre, de proposer un plan, mais ne rien éditer. On va voir, ça va prendre quelques minutes. Pendant ce temps-là, je vais vous raconter d'autres histoires. Vous avez différents modes dans Claude. Vous allez pouvoir le mettre en mode plan pour qui réfléchit sans éditer. En mode édition, et là, Claude va pouvoir éditer vos fichiers. C'est généralement quand on va lui faire appliquer un plan. Alors ça va vous interrompre assez souvent parce que Claude va dire, attention, là, je dois écrire un fichier. Est-ce que tu m'autorises? Je dois lire dans ce dossier. Est-ce que tu m'autorises? Je dois faire quelque chose que je n'ai pas fait jusqu'avant. Est-ce que tu m'autorises? Et donc, vous allez potentiellement avoir beaucoup de questions à laquelle vous devez répondre et ça va peut-être être embêtant au fil de l'eau. Donc, au fur et à mesure que vous serez en confiance, vous aurez commencé à faire apprendre Claude votre workflow, vous allez peut-être le faire passer vers des modes d'acceptation de plus en plus automatiques. Et moi, aujourd'hui, j'ai une grande confiance dans Claude. Je l'utilise en mode automatique qui, à part pour des commandes très destructrices, sait répondre et apprend à répondre tout seul aux usages les plus communs. Et donc, je suis de moins en moins interrompu par Claude à ce niveau-là. Voilà, donc là, Claude me pose des questions. Tiens, Thomas, tu m'as proposé une stack, tu m'as demandé une stack. Qu'est-ce que tu veux comme back-end? Je vais dire, je veux du Python, FastAPI Panda, par exemple, pour commencer. Les données DVF, où est-ce qu'on va les chercher? Je vais dire qu'elles seront stockées en local. Voilà, je lui ai répondu à quelques questions d'architecture, et du coup, à partir de là, il va me proposer un plan. Et donc, vous voyez que Claude, en fait, a cherché à comprendre mes intentions, et quand il manque d'informations, il ne va pas hésiter à nous prendre par la main et nous poser toutes les questions dont il a besoin. Et vous non plus, vous ne devez pas hésiter. Vous devez itérer en fait sur ces recommandations, vous devez itérer sur ces choix. C'est ce que je vais faire dans un instant parce que par exemple, Claude m'a proposé de faire une stack Python, mais finalement, je vais changer d'avis et je vais lui proposer une stack avec une petite base de données derrière, SQLite par exemple, avec du JavaScript simple et pas du Python. Donc Claude prend quelques instants pour finaliser le plan et intégrer mes choix. Il me dit qu'il a mis à jour le plan et dans quelques instants, il va me proposer un plan. Donc voilà, j'ai un plan qui est
qui est assez complet. Donc là, vous prenez du temps dans la vraie vie. Là, je vais accélérer parce qu'on est sur une démo. Mais vous prenez du temps pour revoir son plan, vous prenez du temps pour comprendre quels sont les choix d'architecture qu'il a fait. Vous prenez du temps pour regarder les fichiers qu'il vous propose de créer. Là, on a une application client-serveur. Donc, vous avez aussi une API qui est générée par Claude. Il vous explique comment est-ce qu'il pense la créer, quels sont les specs d'API. On peut aller très, très loin dans la spécification. Donc là, je vais lui dire, non, alors, je vais te proposer autre chose. En fait, je préfère un back-end Node.js simple. Donc, j'interagis avec Claude, je le challenge, je le corrige, je lui propose, je lui pose des questions. Ça, vous allez maintenir ce qui s'appelle une conversation avec votre agent de codage. Et donc ça, c'est le deuxième point qui est vraiment très, très important. C'est qu'en fait, vous êtes en train d'interagir de manière durable avec votre Claude. Et ça s'appelle une conversation. Donc, une conversation, c'est la discussion entre vous et l'agent. Et ça va être sauvegardé par Claude, en fait. Donc, vous allez avoir sur le disque dur une conversation sauvegardée. Comme ça, si vous quittez, vous pouvez reprendre la conversation. Et cette conversation pourra même être basculée sur Claude Web si jamais vous décidez, mais moi, je ferme mon ordinateur, mais je veux continuer à éditer on the go, en fait, et vous pouvez continuer votre conversation sur Claude Web, et vice-versa. Cette conversation, elle a une caractéristique, et je vois que certains l'ont déjà évoqué dans le chat, et vous avez tout à fait raison, c'est que vous ne pouvez pas non plus lui faire retenir toute l'information du monde de manière illimitée. Donc, en fait, il y a la notion de contexte dans Claude. Et le contexte, en fait, c'est ce que Claude va voir quand vous lui parlez. Gardez en tête que Claude va être aussi bon que le contexte que vous lui donnerez. Vous aurez plusieurs sources de contexte. Ça peut être les fichiers, par exemple Claude MD dont on a déjà parlé, qui sont écrits par Claude sur le disque dur, qui vont contenir les instructions, les règles standards, et qui sont chargés automatiquement à chaque session. Ça peut être les fichiers, ça peut être le repository lui-même, ce qu'il voit passer, en fait, ce sur quoi il travaille pendant votre conversation. Ça peut être la mémoire. Claude va apprendre. Maintenant, la version moderne de Claude, c'est que Claude apprend automatiquement des bonnes pratiques et les enregistre dans une mémoire à part. Ça peut être aussi les outils que vous utilisez pour vous connecter à l'extérieur. Donc, tout ça, en fait, ça fait partie de votre conversation. Et vous pouvez vous dire, mais ça va prendre beaucoup, beaucoup de place. Et oui, effectivement, ça va prendre beaucoup de place. Et cette contexte, en fait, est envoyé systématiquement par Claude automatiquement dans chaque conversation que vous faites avec lui. Et donc, cette fenêtre de contexte, elle a une limite. En fonction des modèles, sur Haiku, c'est 200 kilos de tokens, et sur Opus et Sonnet, c'est 1 million de tokens. Alors, on découvre une autre notion, le token. Le token, c'est l'unité de base, en fait, dans la discussion avec un LLM. Les messages que vous leur envoyez sont découpés en unités fines, généralement de quelques caractères, et ça s'appelle un token. Vous êtes facturé la consommation au token quand vous utilisez un plan facturation directe, ou quand vous utilisez un plan avec une facturation flat price, vous avez une capacité de token par heure, par session, par journée, par semaine, et c'est comme ça que votre consommation est gérée. Et donc, cette fenêtre de token, il y a deux choses à surveiller. C'est sa taille, parce qu'une fois qu'elle est remplie, Claude va devoir la vider, parce qu'il ne peut plus emmagasiner de nouvelles informations pour votre discussion. Et autre chose, c'est que ça vous coûte de l'argent, parce que chaque fois que vous avez une fenêtre de token, elle est transmise à Claude, et du coup, vous êtes facturé, ou en tout cas, vous consommez dans votre plan de la capacité. Donc, quand vous aurez pris un peu l'habitude d'utiliser Claude, il va falloir prendre l'habitude de surveiller cette fenêtre de token, de la nettoyer de temps en temps, de l'entretenir. Par exemple, entre chaque fonctionnalité que vous avez développée, vous allez pouvoir dire à Claude de la compacter, cette fenêtre de token, ou alors même de l'effacer entièrement si vous dites que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est du passé, on va partir sur quelque chose de nouveau. Voilà, donc Claude me propose d'autres frameworks. Hop, je réponds à ces questions, je ne l'avais pas vu. Et on va le laisser un peu travailler. Alors, en termes d'usage, il y a des choses voilà, il y a des bonnes pratiques et des petites erreurs que vous allez pouvoir éviter quand vous démarrez notamment. La première erreur, c'est que Claude, il faut quand même lui spécifier les choses de manière assez complète. Avoir un contexte trop vague, ça ne va pas l'aider à implémenter de manière spécifique ce dont vous avez besoin. Donc, ciblez
votre demande, exprimez les critères de succès, exprimez les contraintes, donnez des exemples. Mais à contrario, c'est pas la peine non plus de tout lui dire. Vous n'allez pas non plus écrire la ligne de code que vous voulez qu'il fasse. C'est à lui de l'écrire. Donc, vous allez donner l'intention, mais laissez Claude planifier et laissez corriger Claude ce qu'il évite. L'autre écueil, c'est de ne pas discuter avec le modèle. Vous avez vu, moi, j'interagis, je suis en boucle. En fait, Claude me propose quelque chose, je le challenge, je commande, je le fais évoluer jusqu'à ce que je sois en confiance, content de ce qu'il me propose, et ensuite, je le laisse interagir. Ne pas passer par le mode plan. C'est bien d'abord de vérifier des plans avant de lancer l'exécution. L'autre écueil, je viens d'en parler, c'est de saturer le contexte. Donc, plus vous allez faire de tours de conversation, plus le contexte va grossir. Il faudra le surveiller pour pouvoir le réduire. Et puis, et ça c'est très très important, oui, Claude fait des miracles, mais non, ce ne sont pas des outils parfaits. Donc, comme des collaborateurs, il ne faut pas non plus avoir confiance à l'aveugle. Il va falloir faire des code reviews, vérifier ce qui est généré, vérifier ce qui est proposé, parce que Claude peut aussi tout à fait naturellement se tromper. Et donc ça, il faut bien le garder en tête. Voilà, donc Claude a exécuté un plan. Il me propose maintenant mon nouveau plan. Alors, il est bien passé sur une stack Node.js avec un langage TypeScript. Il utilise ce framework Express, pourquoi pas, avec un front-end. Et maintenant, il me propose d'implémenter le plan. Donc, je vais lui dire oui. Et puis, il se propose de passer en mode automatique. Et donc, il va maintenant un peu moins me poser de questions pour implémenter ce plan. Vous avez vu en bas, on est passé en mode automode. Donc, on va laisser Claude interagir. Développer, ça va prendre peut-être 2-3 minutes, le temps qu'il me crée ma première brique d'application. Et puis derrière, on va regarder si ça marche. Sur les nouvelles interactions que vous pouvez faire avec Claude, en fait, vous pouvez lui poser plein de questions. Vous n'êtes pas obligé de taper que du texte. Vous allez pouvoir lui faire exécuter des commandes bash volontairement. Vous allez pouvoir faire référence à des fichiers. Vous allez pouvoir lui copier-coller des captures d'écran. Vous allez même pouvoir lui drag and dropper des fichiers. Ça, c'est extrêmement pratique. Moi, je m'en sers beaucoup. Par exemple, quand on a développé une feature, il y a peut-être un bug. On peut prendre une capture d'écran, faire un CTRL-V dans Claude et dire, ben voilà, regarde le bug que j'ai trouvé, corrige-le. Ça marche excessivement bien. Claude est capable de vraiment bien comprendre ce qu'il y a dans les images, d'aller comprendre les messages d'erreur, d'aller comprendre le design, comprendre les couleurs, comprendre les espacements, comprendre les fonctionnalités qui ne marchent pas, et vous proposer des correctifs. Vous avez aussi la capacité de référencer des fichiers. Dans l'invite de commande, vous mettez arrobas quelque chose. Donc, par exemple, arrobas. Et là, vous voyez, ça commence à me lister les fichiers qu'il y a dans mon projet. Pour l'instant, je n'ai que Claude.md. C'est le fichier. Bientôt, j'en aurai d'autres. Vous voyez qu'il est en train de les créer. Il s'est créé une liste de tâches et il va implémenter le projet tâche par tâche. Autre chose très très intéressante avec laquelle vous pouvez interagir, ce sont les commandes. Claude vous fournit tout un tas de fonctionnalités par défaut et vous pouvez étendre ces fonctionnalités en rajoutant vos propres commandes, vos propres skills. Et ça, elles sont accessibles très simplement. Elles sont accessibles avec /. Donc vous en avez une bonne cinquantaine, si ce n'est pas plus, de commandes qui vous permettent de regarder la configuration de Claude, de regarder la fenêtre de contexte, de lui poser des questions pendant qu'il est en train de travailler sur autre chose, de voir des agents, de faire des reviews de code. Il y a plein de trucs que l'on peut faire. À la fin de cette itération, je vous montrerai d'ailleurs qu'est-ce qu'il en est par rapport à la fenêtre de contexte et voir comment Claude du coup a rajouté en fait des tokens en fait dans la conversation courante. Et on pourra décider ce qu'on fait. Est-ce qu'on doit la compacter parce qu'elle est trop grande, ou est-ce qu'on peut encore continuer avec l'historique complet, en sachant que chaque conversation que je vais avoir avec Claude va retransmettre tous ces tokens au fur et à mesure. Vous voyez, ça, c'est vraiment les briques essentielles de votre fonctionnement avec Claude. Ces 10 petites minutes qu'on a passées ensemble sont les clés du workflow quotidien que vous allez avoir avec Claude. Vous êtes dans ce type d'approche, on treat, plan, edit, review, et il faut penser réellement à passer par toutes ces étapes. Faites ça et vous aurez des projets qui vont très très bien marcher. Alors
je vois pas mal de questions dans le chat sur ces sujets, sur le cycle de développement. On y répondra en Q&A un peu plus tard. Je ne peux pas prendre toutes les questions à la volée. Ne vous inquiétez pas. Sachez que Claude devient de plus en plus puissant. Et en fait, moi, dans le quotidien, moi, je suis un gros utilisateur de Claude. En fait, on a de moins en moins besoin de le contrôler. Ça marche de mieux en mieux de manière automatique. Et je suis toujours très prudent sur les parties de review de code, parce qu'il faut vraiment absolument pas toucher en fait des fonctionnalités sans qu'on les ait testées, validées. Mais j'ai de moins, ce qui arrive aujourd'hui, la réalité, c'est que j'ai de moins en moins d'interventions à faire. Et je pense que dans quelques minutes, Jérôme pourra en parler également. Même aujourd'hui, je suis en quasiment, même j'en écris plus du tout de lignes de code en fait au quotidien. Claude marche vraiment très bien et les reviews que je fais avec lui et les modifications que je lui demande de faire sont largement suffisantes. Si vous avez bien cadré dans son fonctionnement, si vous avez bien expliqué dans votre propre harnais, votre fichier Claude MD et les fichiers et les skills dont on va parler dans un instant, comment Claude doit fonctionner. Voilà, donc le Claude a fini de développer. Ça lui a pris 7 minutes en live. Claude me dit que les tests fonctionnent. Claude me dit que l'application est fonctionnelle de bout en bout. Donc, il me dit qu'il y a un back-end avec ces technologies qui est faite. Il me dit qu'il y a des endpoints qui sont vérifiés. Il m'explique comment démarrer. Je vais lui dire, OK, peux-tu démarrer? Ah, vous êtes encore sur les slides, pardon. Alors, hop. C'est étonnant, vu que j'avais partagé l'écran entier. Hop. Merci pour la remarque. Voilà. Donc, Claude m'a dit, voilà, j'ai terminé, l'application est fonctionnelle de bout en bout. Peux-tu démarrer l'app pour que je la teste? Et vous pouvez interagir comme ça aussi avec votre Claude. Claude va normalement être capable d'interpréter les commandes. Il a compris la commande qu'il devait lancer, la commande liée à Node.js. Et il me dit d'aller voir sur mon navigateur sur localhost 2.3000. Alors, sachez que même ça, Claude pourrait ouvrir Chrome tout seul. Il y a une extension pour que Claude pilote Chrome, s'y connecte, l'ouvre, fasse les tests et opère de manière complètement autonome. Donc, je vais aller sur localhost 2.3000. Je vais taper alors le nom d'une ville INSEE, par exemple 3360, et puis je vais voir ce qui s'est passé. Ça a l'air de marcher. Claude a utilisé, m'a créé sur une base de données tests une application fonctionnelle, et c'est vraiment impressionnant. Vous avez vu, c'est du one shot. J'ai un petit peu itéré là-dessus, et vous êtes déjà en mode, voilà, mon appli commence à prendre vie. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur le workflow, beaucoup de choses à dire sur la qualité de logiciel. On va en parler un petit peu dans quelques instants, et puis on répondra aux questions-réponses. Mais c'est réellement, voilà, c'est réellement le workflow de base. Et avec ces connaissances-là, si vous n'avez jamais utilisé Claude, vous êtes déjà en mesure de faire des expérimentations hyper intéressantes. En mail, je vous livrerai un petit tuto pas à pas dans le mail de follow-up avec un repository guide. Comme ça, vous pourrez refaire ces étapes et puis les appliquer à n'importe quel projet. N'hésitez pas. Merci pour les applaudissements, parce que c'est vrai que c'est du live, donc je suis quand même assez content que ça fonctionne. On a parfois des petits OK de connexion. Alors, on est capable de faire des choses avec Claude. Moi, je vais lui demander de pousser mon code sur le serveur. Merci pour vos encouragements. Je suis sur un repository Git et on peut arriver à taper ce genre de commande. Alors, une fois que ça sera configuré, évidemment, vous aurez vraiment un peu plus de choses contrôlées, propres, etc. Mais Claude peut tout à fait me créer mon commit pour moi et shipper ma feature sur mon repository. Ça marche vraiment très bien. Alors, je voudrais vous montrer 2 autres features avant de passer à la suite, qui sont vraiment très importantes de mon point de vue quand on utilise Claude. C'est la capacité d'extension en fait de Claude. Il y a des choses qui sont très simples et très efficaces pour utiliser l'outil. Il y a la notion de skills, il y a la notion de MCP en particulier. Je pense que je n'aurai pas le temps d'aborder les hooks, mais au moins le MCP. Le MCP,
c'est le fait que Claude puisse se connecter à des outils externes en fait à Claude. C'est un standard qui avait été proposé par Anthropic. Et moi, par exemple, je voudrais pouvoir me connecter au site du gouvernement pour, il y a le portail Open Data, pour justement récupérer les données du portail DFV, les données de transactions immobilières. Mais par exemple, moi, je me sers aussi du MCP pour interagir avec mon Google Drive. Chez Sphère, on est sur Google Workspace. Et du coup, je génère plein de documents. Claude sait connecter, sait les lire, sait les écrire, sait les télécharger. Vous pouvez vous interfacer avec à peu près tous les outils du monde aujourd'hui, qui ont quasiment tous des serveurs MCP, depuis votre CLI. Et c'est excessivement simple, en fait. Il vous suffit de récupérer l'adresse du MCP. Donc, par exemple, pour le site du gouvernement, vous avez, alors attendez, hop, je me l'étais mis quelque part, évidemment, je ne l'ai plus. Si voilà, datagouv.fr, les serveurs MCP, c'est expérimental, mais en tout cas, tout le portail Open Data ou une partie est disponible depuis des agents de codage. Alors, comment ça fonctionne? C'est très très simple. Je vais juste récupérer la commande et je vais sortir de Claude quelques instants. Hop. Et je vais demander à Claude, voilà, d'ajouter, hop, vous voyez en bas, le MCP fourni par le gouvernement français. Tac. Voilà. Et donc ça me dit, j'ai bien pris en compte ce MCP. Je peux lui demander de me les lister. Voilà. Et donc, ça va me lister les MCP qui existent sur ma machine. Donc, vous voyez, moi, je suis connecté à Drive, à Gmail, Calendar. J'automatise plein de trucs avec Claude. Et en plus, je suis connecté au portail du gouvernement. Donc, maintenant, je veux revenir dans Claude et je ne veux pas perdre ma conversation. Je peux lui dire, continue la conversation précédente ou résume la conversation avec un certain numéro. Chaque conversation est archivée. Et donc, on se retrouve maintenant, normalement, dans le contexte précédent. Je peux le vérifier. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on peut regarder à notre contexte, en fait, qu'est-ce qui est utilisé par Claude. Et vous voyez qu'on a notre utilisation, il reste encore plein de places dans mon contexte, pardon, mais il y a déjà des conversations qui ont été archivées, il y a des messages, en fait, il y a 64 messages, hein, c'est pas rien, qui ont été mémorisés par Claude depuis que je lui parle. Et pour vérifier que mon MCP marche, c'est est-ce que tu peux me lister les capacités du portail du gouvernement, Open Data, du gouv français. Et bien, ce qu'il va me dire. Normalement, Claude, si ça marche bien, devrait détecter qu'il a le serveur MCP et puis aller lister, en fait, l'interroger. Le serveur MCP expose un ensemble de fonctionnalités et Claude va chercher à les comprendre, l'interroger et puis les récupérer. Donc, on va le laisser mouliner quelques instants. Voilà. Il a trouvé ce serveur MCP. Il explique quels sont tous les outils qui sont disponibles par ce serveur MCP. Donc, je peux rechercher plein de datasets et je peux interroger ces datasets. Donc, ça, c'est ma première fonctionnalité que je voulais vous montrer. Très facile d'interagir avec des connecteurs externes. Et la deuxième fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est la partie Skills. Là, le début de la conversation, c'est normal. On démarre, on est très basique, on fait vraiment de la requête relativement simple. On n'a pas d'ingénierie, on n'a pas fait transpirer en fait notre expertise de comment rédiger les spécifications, comment penser un plan d'architecture, comment faire une review de code, etc., comment générer des tests. Au fur et à mesure où vous allez utiliser Claude, vous allez vouloir standardiser tout ça. Peut-être même que vous avez des bonnes pratiques dans votre entreprise que vous voulez réutiliser et partager de manière commune à tous vos collaborateurs qui utilisent les agents de codage. Et donc, vous pouvez les formaliser dans des skills, en fait. Moi, il y a plusieurs skills que j'utilise. Chez Sphère, on a été très fan, on est toujours très fan du compound engineering, qui sont des skills qui vont me permettre de bien designer des plans, bien expliquer le travail que Claude doit faire et le superviser, bien faire de la review et bien enregistrer en fait ce qui doit être appris de la conversation et du travail qui a été fait.
Récemment, moi, j'en utilise un autre. Je fais un très gros projet avec ce skill. C'est les Agent Skills d'Adi Osmani. Donc, un petit clin d'œil à nos amis de chez Google. Adi Osmani est un Googler assez connu qui a livré des Agent Skills pour justement superviser tout le cycle de développement logiciel augmenté par l'IA avec les best practices de Google. Alors, vous pourrez créer vos propres skills. Vous pouvez utiliser des skills externes de cette manière-là pour améliorer en fait la capacité de votre projet. Comment ça fonctionne? C'est vraiment très très simple en fait de rajouter des skills dans votre projet. Notamment si les skills sont distribués sous la forme de plugins qui vous permettent de bundler. Alors SpecKit aussi, il y en a plein qui permettent de faire des super specs. Il y a plein de méthodes. Donc un plugin, c'est la capacité de partager des skills, de partager des hooks, de partager des MCP, de partager des agents, c'est des choses dont on n'a pas parlé, avec vos collaborateurs, votre entreprise ou des tiers si vous le souhaitez. Et pour s'installer, ça se fait avec une commande. Par exemple, voilà, on va se connecter à un marketplace pour télécharger un plugin. Ça peut être juste un repository Git, tout simplement. Et on va installer les skills dont on a besoin. Voilà. Alors, je l'avais déjà installé, mais c'est une commande qui prend pas plus de temps. Et du coup, maintenant, moi, je vais me retrouver avec la capacité d'utiliser des bonnes pratiques beaucoup plus riches, beaucoup plus avancées, par exemple, pour développer des fonctionnalités plus complexes. Et ce que je vais essayer de faire, je vais le lancer, on va voir, c'est de le faire spécifier l'intégration d'une carte OpenStreetMap où je pourrais avoir pour une ville donnée toutes les transactions immobilières et quand je zoome, ça fait apparaître tous les points et quand je zoome, ça condense. Voilà, quelque chose d'un petit peu plus évolué. Voyons voir s'il y arrive du premier coup. Je vais utiliser ma skill. Agent Skill, il y en a une pour faire les spécifications et je vais lui dire, voilà, je veux une nouvelle feature, une carte interactive OpenStreetMap avec tous les marqueurs de transactions, etc. Je vais un peu vite parce que le temps passe. Je vais le si vous avez les slides, normalement, ça devrait switcher. Je vais le laisser faire son plan. On va basculer sur la suite du webinaire et puis on reviendra voir qu'est-ce qu'il nous a fait comme plan tout à l'heure et on lui demandera d'implémenter le plan pour voir si ça fonctionne. Et par contre, derrière, maintenant, ce n'est plus uniquement une conversation basique, c'est une conversation qui est basée sur des skills qui vont donner beaucoup de directives, qui vont partager beaucoup d'expériences projets, beaucoup de best practices, qui vont vraiment apporter un haut niveau de qualité logicielle en fait dans ce que vous allez construire. Et vous avez vu, c'est très très simple. Donc deux features très importantes quand vous démarrez à explorer les MCP et les skills. Allez, on a déjà passé beaucoup de temps. Je voudrais vous partager un petit Rex. Et je vais demander à Jérôme de se connecter. Jérôme, est-ce que tu es avec moi? Oui, je suis là. Parce que je crois que tu es également un très grand utilisateur de Claude Code. Oui. Et j'aimerais bien que tu puisses nous faire partager un petit peu notre expérience. Donc déjà, si tu peux en quelques mots te représenter et puis expliquer globalement quand est-ce que tu as commencé à utiliser Claude Code et pourquoi Claude Code d'ailleurs, pourquoi? Moi, c'est Jérôme Duprat, donc actuellement je suis tech lead front-end. Tout début de l'exposition de l'IA, j'ai surtout utilisé Cursor. Et puis petit à petit, ça fait environ 8 mois maintenant, je suis passé sur Claude Code. Et à partir de là, j'ai plus du tout écrit de code à la main en fait. Et donc j'ai eu pas mal de cas d'usage. Et voilà, et je pense que c'est quelque chose d'assez exceptionnel de pouvoir participer à cette transformation dans le métier. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on peut tirer de tout ça. Ah, mais c'est assez impressionnant. Là, je vais rebondir sur un petit truc que tu m'as dit. Toi, en gros, ça fait plusieurs mois que tu n'as pas écrit une seule ligne de code ou quasiment pas, en fait. Donc là, on est vraiment dans un changement. Non, je lui parle avec mon micro et je lui dis quoi faire, mais j'écris même plus vraiment de texte, en fait. Et du coup, ton action à toi, elle se situe où par rapport à l'usage de ces agents? En fait, on prend beaucoup plus de hauteur sur le besoin du client, sur la vision produit, sur l'architecture.
Et puis, il faut quand même valider tous les plans comme tu as présenté, que Claude nous fait, review tout ce qui est mergé. Enfin, il y a quand même encore beaucoup de travail, hein. Donc en fait, tu es plutôt l'orchestrateur et l'agence est ton collaborateur qui va implémenter, quoi. Exactement. Alors, je crois que déjà, toi, tu es un grand utilisateur de cloud et avant de parler de Rex Projet, dans ton quotidien, tu me partageais que vraiment tu as développé toute une suite d'outillages en fait pour déjà augmenter la manière dont tu travailles, augmenter ta productivité et te simplifier la vie. C'est ça, oui. Bah, en fait, alors c'est Claude qui les a fait, évidemment, hein. Et donc, c'est surtout des commandes pour des choses que je répète quasiment tous les jours. Et donc, ça permet d'éliminer plusieurs minutes par-ci, par-là. Et à la fin de la journée, ça fait quand même beaucoup de temps gagné. Et également, ça limite la friction également qu'on peut avoir avec certains autres outils. Donc là, j'ai mis quelques exemples de certaines commandes qui utilisent des MCP derrière, donc surtout le MCP Jira Mhm. et GitLab. Donc là, par exemple, Sprint Front, ça va juste me résumer tout ce qui me reste à faire dans le sprint, sachant que je travaille surtout sur du front. Donc ça va me récupérer toutes les US qui ont déjà du back qui est prêt, qui a été livré, que je peux faire le front, où il n'y a plus de questions dessus, pas de commentaires gênants, ce genre de choses, et me les classer par ordre d'importance. Je vais avoir d'autres commandes qui vont faire aussi appel au MCP Jira, donc Front Analyze et Front Explore. Donc la première, elle va me permettre d'analyser un ticket et de vérifier s'il n'y a pas des questions qui seraient à soulever auprès du PO ou des BA. Donc vraiment si le ticket est vraiment prêt à être développé. Et ensuite, Front Explore, c'est plus pour aller vraiment voir ce qu'on a dans le code actuellement, pour voir si on doit vraiment mettre en place des choses plus complexes que juste une implémentation simple avant de pouvoir réaliser le ticket. Et donc en Et fait, après, c'est des choses plus... Oui, vas-y. ouais, si je comprends bien, en fait, au-delà de l'usage basique en fait que j'ai montré, ce que j'ai montré à la fin, qui est les skills, parce que ça en fait, ce sont des skills, hein, les commandes dans Cloud et les MCP, c'est vraiment le cœur de l'amélioration de ta productivité sur ton usage quotidien, quoi. Tu te crées tes Complètement. skills, tu les connectes aux outils dont tu as besoin, et du coup, Cloud est beaucoup plus autonome. C'est ça, en fait, dès qu'on a besoin de faire quelque chose plusieurs fois, c'est qu'il faut faire un skills, la plupart du temps. Et je vois qu'il y a une Ça, question de oui. comment on décrit ces commandes custom. C'est complètement Claude qui les a fait. Moi, je lui ai expliqué ce que je voulais. Et ensuite, Claude me les a rédigés, je les ai relus, validés. Et ensuite, je les utilise tous les jours. Voilà. Ça, je pense que c'est un très très bon pattern aussi qu'il faut garder en tête quand on utilise les agents de codage. C'est que c'est les agents qui vont eux-mêmes créer les extensions à votre demande. En pratique, c'est un petit fichier Markdown qui va se mettre dans votre projet ou qui peut se mettre de manière plus globale. Mais pourquoi l'écrire à la main? Faites-le écrire par Claude. On y gagnera C'est beaucoup. ça, il peut totalement s'auto-configurer, en fait. Après, je crois que tu avais aussi envie de nous parler de cas clients, alors sans forcément nommer les clients, mais de use case de Oui. migration sur lequel Claude a été excessivement important. Tu en as mentionné deux. Le premier, c'est la refonte de la validation des formulaires. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, pour un peu de contexte, sur un projet avec 77 formulaires, on utilisait VueLedate, donc il y a une bibliothèque de validation de formulaires pour du Vue. Et cette bibliothèque a atteint, enfin, est devenue dépréciée. Et donc, pour remédier à ça, on a voulu la remplacer complètement. On n'avait pas forcément beaucoup de temps pour le faire. On n'avait pas forcément de tests de formulaires parfaitement propres en plus sur tous ces formulaires. Et donc, on a dû prendre pas mal de temps pour choisir déjà la librairie qu'on allait utiliser. Donc, on a utilisé Règle, qui est finalement le successeur normal, spirituel de VueLedate. Et donc, comment on a fait ça? On a d'abord pris un formulaire classique, ni trop complexe, ni trop simple. On a itéré avec Claude pour avoir une migration propre. Et ensuite, on a créé un guide de comment formuler, de comment réaliser une migration d'un formulaire en particulier. Et ensuite, on a pu l'appliquer sur les 77 formulaires, quasiment en parallèle, certains dépendants d'autres. Donc, il fallait forcément synchroniser. Parfois, on est obligé d'aller
de manière itérative. Et évidemment, le but, c'est d'améliorer le guide au fur et à mesure des itérations sur chacun des formulaires. Et donc là, c'est un exemple d'assez gros refacto qu'on a pu faire. Alors, j'ai mis 6 jours. En réalité, c'est un peu moins si on considère le fait qu'on faisait d'autres choses en parallèle. J'avais ça qui tournait sur un worktree, pendant que moi, je faisais mes autres tickets en parallèle avec Cloud Code aussi. Et je venais voir un peu de temps en temps où il en était. Et puis, je testais évidemment manuellement. Et ensuite, on a rajouté tout ça. Ouais, dans les 6 jours, il y a aussi la création de tests, puisque, comme j'ai dit avant, on n'avait pas fait de tests vraiment automatisés propres. On avait des tests end-to-end sur l'application, mais pas vraiment de tests concernant uniquement les formulaires. Et donc là, pareil, on a fait la même méthode, c'est-à-dire on a pris un test, on lui a fait créer on a pris un formulaire, on lui a fait faire des tests, on a itéré jusqu'à ce que les tests soient parfaitement comme nous on le veut. Ensuite, on a rédigé un guide. C'est Claude, évidemment, qui rédige. Hein. Et ensuite, il s'est appuyé sur ce guide pour réaliser tous les tests de tous les autres formulaires. Bon, ça, c'est vraiment chouette. Hein, c'est vraiment un cas d'usage très important et très commun. Hein, une librairie qui est dépréciée, il faut migrer de librairie. Et toute une application tout un pan à refondre avec l'intégration de cette nouvelle librairie. Toi, tu estimes l'impact de Claude, en fait, à quoi? Est-ce que tu es dans du 5x, du 10x? Tu es sur quel niveau, en fait, sur ce cas d'usage? Je pense sur ce refacto, sur 5 fois, je pense qu'on aurait mis clairement plusieurs semaines pour faire ça. Tous les tests, c'est quelque chose d'extrêmement long à faire à la main, ça tout le monde le sait. Et puis même la migration de tous les formulaires avec toutes les règles métiers de chacun des champs, c'est quand même assez lourd. Donc, ouais, je pense au moins 5 fois. C'est 5 fois. Et l'autre workflow dont tu voulais nous parler, c'était une migration d'une application, d'une stack Java Vanilla, en fait, vers du Spring Vue.js, c'est bien ça? C'est ça. Alors ça, c'est un client qui a, oui, effectivement, un gros legacy en Struts. Et le but, c'était de refaire entièrement l'application dans du Spring Java récent et un front en Vue.js. Et le client a opté pour l'utilisation de Cloud Code pour industrialiser vraiment tout un workflow en créant une flotte d'agents. Donc, on a 4 ou 5 agents. Donc, on a l'agent analyste qui va aller explorer les tickets Jira qu'on a déjà nous-mêmes créés avec Claude en extrayant les fonctionnalités du code existant. Ils vont ensuite aller vérifier si ça correspond bien au code existant dans le legacy, préparer un plan. Ensuite, il y a 2 agents, un agent back-end et un agent front-end qui vont bosser en séquentiel. Donc d'abord le back-end, ensuite le front-end qui va se baser dessus, avec une boucle de build, lint, test sur chacune des features. Ensuite, on a un agent de qualité qui va aller vérifier que les tests passent, parce qu'évidemment, il y a des tests qui sont écrits surtout pour le back-end. Donc, tous les tests passent, que les lints passent, qu'on a une grosse checklist de tout ce qui doit fonctionner parfaitement, de tout ce qui doit être revu par des agents individuels, agents front-end, agents back-end. Et ensuite, on a un agent tracker qui va aller committer tout ça, commenter tout ce qui a été réellement fait sur le ticket Jira. Et voilà. Et moi, mon travail là-dedans, c'était surtout concernant l'agent front-end pour le harnessing de l'agent. Et donc, tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est vraiment tout ce qui est… Et ça, je veux bien que tu donnes un peu plus de guidelines. précision. Alors, voilà, qu'est-ce que c'est que le harnessing que tu vas rajouter toi en plus par rapport à ce que fait déjà Cloud Code, en fait? C'est ça. Donc, moi, ce que je rajoute en plus, c'est vraiment tout ce que j'ai pu remarquer déjà depuis le début de la création de la codebase, toutes les bonnes pratiques que je veux qu'ils suivent, toutes les erreurs potentielles qu'on a pu rencontrer avec Claude et sans Claude. Et donc, tout ça, c'est des choses qui va pouvoir… qui va le tenir en laisse, vraiment, c'est ça, et lui permettre d'avoir une qualité de production à la fin qui est très, très bonne, en fait. C'est top. Et ça, tu l'écris où? C'est une petite question. Ça va s'écrire dans le Cloud MD, ce genre de fichier dérivé. En fait, c'est ça. On a plusieurs cloud.md pour chacun des morceaux du repo, on va dire, plus certains guides, comme je l'ai dit tout à l'heure, le guide de création de formulaire, le guide de création de tests de formulaire et d'autres guides qu'on avait déjà fait auparavant, qui sont mentionnés dans les cloud.md. Et donc, dès que l'agent front-end va avoir
un formulaire à réaliser, il va aller lire ce guide pour s'en inspirer. C'est top. Merci beaucoup, Jérôme. Tu restes avec moi pour répondre après au Q&A dans quelques instants? Ouais, Ouais, totalement. impeccable. Je trouve que ces cas d'usage que tu as présentés sont vraiment très intéressants. Ils sont très, je pense qu'on peut mettre plein de pouces vers le haut et de remerciements pour Jérôme, parce qu'ils représentent vraiment beaucoup de choses qui se passent dans l'industrie logicielle aujourd'hui, des cas de migration, des cas d'intégration de nouvelles librairies, des cas de refactoring de stack complète. On n'est pas toujours sur la création de nouveaux projets, de nouvelles features. Et là, on a une productivité et un impact qui est démultiplié par l'usage des agents de codage. Comprendre les bases de code complexes existantes, faire des refactos, ajouter des nouvelles features, c'est très, très lourd. Et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, ça n'a vraiment plus rien à voir avec ce qu'on faisait il y a ne serait-ce que quelques mois. Alors, je vais revenir sur mon Claude, qui bosse un petit peu, il me pose des questions. Donc, je vais répondre à ces questions. Puis, il me dit, voilà, je vais faire mon plan. Je vais laisser faire mon plan. Peut-être qu'on aura l'implémentation d'ici la fin de la session. On va voir. Donc, vous avez compris, enfin, je pense, peut-être que vous-même vous le saviez déjà, vous vous en doutiez. Là, on est sur des sujets qui sont de rupture et il ne faut pas rater le coche. Il est vraiment urgent de monter en compétences, d'apprendre à connaître les agents de codage, d'apprendre à savoir en prendre le contrôle. L'ingénieur, en fait, devient un orchestrateur en étant augmenté. Et le goulot d'étranglement, c'est plus le clavier, c'est la capacité justement à penser en fait les systèmes sur lesquels on va travailler. Et si vous maîtrisez les outils de codage agentique comme Claude par exemple, votre limite en fait c'est uniquement la clarté architecturale. L'IA est déjà très utile sur tout le cycle de développement logiciel. Et la courbe d'amélioration, j'en ai parlé dans le précédent webinaire de l'IA, elle est exponentielle. Il y a 2 ans, si l'IA vous faisait gagner 10%, c'était déjà super cool, c'était un bonus. Aujourd'hui, nous, ce qu'on observe en cas pratique, on a fait un recensement hier de l'ensemble des projets, en fait, et c'est des dizaines et des dizaines de projets, des centaines de projets chez Sphère qui sont aujourd'hui augmentés par l'IA pour nos clients. On est sur des effets de levier x10, x20, parfois beaucoup plus importants. Donc, faites attention en fait à ce qui existe sur le web. On vous dit oui, ça marchote, et la réalité, nous, on vit une réalité qui est complètement de rupture en fait sur ces technos-là. Et on vous invite vraiment à prendre le virage à titre individuel, parce que c'est très important que n'ayez pas peur de l'IA. Il faut monter en compétence. Ce sont des outils pour votre quotidien. Mais aussi au niveau de l'entreprise. L'IA, c'est un outil de compétitivité et il faut que vos collaborateurs, en fait, que vos équipes soient formés et maîtrisent vraiment bien ces outils. Alors, comment on monte en compétence dessus? Déjà, vous avez les ressources de l'éditeur. Là, on parle de Claude Code et Anthropic ont fait un super boulot pour vous fournir des documentations intéressantes. Il y a une petite commande cachée que je vous mets, /PowerUp. Vous avez un petit tuto interactif dans Claude Code. Vous pouvez l'essayer, vous allez voir, ça va vous faire explorer un peu ce qu'on a vu ensemble directement dans Claude Code. Après, il y a la doc, et puis il y a l'Académie Anthropic. Donc, l'Académie Anthropic, vous avez des cours super sympas pour découvrir Claude Code qui sont faits en ligne. Et pour ceux qui aiment bien apprendre en remote, n'hésitez pas à aller voir dessus. Et ma petite oreille me dit, c'est que un jour, il finira bien par y avoir une certification Anthropic Claude Code, des choses comme ça qui vont arriver. Donc, peut-être wait and see. Après, tout le monde n'aime pas forcément apprendre en ligne et c'est peut-être bien aussi d'apprendre de sachant, où des personnes vous transmettent l'expérience. Et vous l'avez compris, nous, ça fait quelques années qu'on utilise l'IA de manière très avancée. Donc, on a beaucoup de choses à vous raconter. Et on a créé des formations pour les développeurs. Alors, il y a une formation Claude Code. Ah, Nicolas, effectivement. On a créé une formation Claude Code assez courte d'une journée, plutôt focus sur l'outil. Et après, on a des formations de développeurs augmentés parce qu'on estime qu'il y a à la fois les outils, typiquement ce que je vous ai montré, mais en plus large, et aussi il y a toute la méthodologie. Exactement. Comment on construit le contexte, comment on gère un workflow professionnel, en fait, d'agents au niveau individuel et au niveau en équipe. Tout à l'heure, j'ai vu dans les commentaires, on parlait de review, on parlait de harness, on parlait de context engineering, on parlait de spécification par les tests, on parlait d'agents et de parallélisation du travail. Tout ça, en fait, on vous l'apprend dans ces formations dev augmentées par l'IA. Alors, je ne vous plaque pas, elles font un carton. On a énormément de
de formations qui se délivrent tous les mois. Et c'est vraiment transmettre en fait l'expérience de Sphère. Les formateurs chez Sphère, ce sont des doueurs, ce sont des Jérôme, des Thomas, des personnes qui au quotidien utilisent ces agents de codage qui viennent vous transmettre en fait leur savoir-faire. Ce que l'on a observé aussi, en fait, beaucoup de nos clients nous disent mais oui, vous nous formez Sphère, c'est bien, mais en fait, on aimerait bien aussi que vous veniez nous accompagner sur nos projets sur le terrain. Donc du coup, on a scalé une méthodologie. Là, c'est à titre d'exemple, hein, mais vous avez les 4 phases en fait principales de la méthodologie où on vous accompagne sur un cadrage, votre maturité au niveau de vos équipes. Hein. On sait fonctionner avec une équipe, comment c'est fonctionner avec plusieurs milliers de personnes. On l'a fait et ça marche vraiment très bien. Ensuite, on passe par une phase de formation. Ça peut être les formations pour développeurs, ça peut être les formations pour les product managers également. On a des formations PM augmentées qui sont très, très intéressantes. Puis également, former vos cohortes de champions qui eux-mêmes, en fait, seront les propres ambassadeurs et les propres leaders de ce mouvement chez vous. On met à disposition aussi des sphériants pour venir accompagner vos équipes. Alors là, ça peut être plus ou moins un accompagnement plus ou moins intense. Ça peut être quelques heures par semaine comme quelques jours par semaine, jusqu'à ce que vous ayez vraiment adopté des workflows basés sur les agents de codage dans vos équipes. Et puis après, si vous souhaitez industrialiser, ça en fait pour les entreprises un peu plus conséquentes, on vous aide à travailler sur les KPI, on vous aide à vérifier l'adoption, on vous aide à identifier les bottlenecks et puis à faire en sorte que votre feuille de route d'adoption IA soit vraiment respectée. Et last but not the least, on considère aussi que l'adoption de l'IA, c'est assez top-down. Il faut que vos décideurs soient embarqués. Donc, on a créé une masterclass qui marche, c'est un succès fou, justement pour embarquer les COMEX, les CODIR et les DSI, et puis justement les faire pratiquer un petit peu, les faire sentir ce que c'est qu'un cloud code, le potentiel et la puissance que ça va avoir pour leur entreprise, leur faire comprendre vraiment que le point de bascule, en fait, il est réel et que pas adapter ses méthodes de production, pas former ses équipes, c'est, comme c'est écrit dans ce slide, c'est accepter une dette technique qui va devenir très vite irrattrapable. Donc voilà pour l'accompagnement. Vous aurez les slides, vous pourrez nous contacter pour avoir des informations plus en détail. Post-formation. Save the date et puis après on passe au Q&A. Il y aura d'autres webinaires. C'est vraiment un mouvement que je lance moi sur le partage de la collaboration avec toute notre communauté. Donc les rendez-vous de l'IA par Sphère Institute, ça va continuer pour tous les métiers de l'IT. Dans quelques jours, 26 mai, je ferai un webinaire sur Gemini Enterprise, qui est un super produit de nos amis Google Cloud pour justement apporter de la puissance des agents au niveau des métiers. Et puis on en discuter avec le reste de l'équipe à venir très rapidement. Je pense courant juin, on en aura un autre. Il y a des grosses questions, j'en ai vu plein dans le chat qui se posaient sur les tokenomics, sur la gouvernance de l'IA, comment on prospère sur ces sujets-là. Donc on va faire un petit webinaire, je pense, sur le sujet. Pareil sur les sujets de nos amis Google, il y a une plateforme pour intégrer les agents dans vos applications, on fera un webinaire là-dessus. Et puis je pense qu'on fera des webinaires un peu plus avancés. Maintenant que vous avez les bases, dans quelques semaines, on va vous mettre un peu plus de lourd sur Claude pour l'utiliser de manière encore plus efficace. Merci pour tous vos super feedbacks. On va passer à la phase de Q&A. Si vous devez nous laisser, n'hésitez pas à nous envoyer un petit email et nous contacter pour nous poser toutes les questions. Je vais ouvrir la boîte que je n'ai pas encore ouverte et j'imagine qu'il y a quelques questions qui sont passées. J'ai vu que certaines avaient été répondues dans le chat déjà. Alors, première question dans l'ordre. N'hésitez pas à voter pour les questions également. Y aura-t-il une partie sur l'orchestration agentique parallèle avec des agents? Oui, ça sera la partie plus avancée. J'avais prévu un slide sur le sujet. Le temps a été un petit peu long. Mais sachez que la next step, effectivement, en utilisant les agents de codage, notamment Claude, c'est de pouvoir avoir plusieurs conversations en parallèle, en fait. Et pour ça, vous allez pouvoir déclencher des agents. Et ces agents vont effectuer des tâches et vous reporter les résultats des tâches. Alors, est-ce qu'on peut afficher les questions? Ah, ça, c'est une bonne question. Vous allez me voir si jamais je vous affiche les questions en double. Elles sont là sur le côté. Pour afficher les questions, vous cliquez sur Google Meet, en bas à droite dans les 9 points, et vous avez l'onglet Q&A. Et comme ça, vous verrez les questions. Alors,
Donc ouais, la partie avancée du webinaire sur Claude traitera des agents et de l'orchestration en parallèle. D'ailleurs, hier, Anthropic ont fait une super annonce encore une fois, sur l'orchestration d'agents à l'échelle. Donc regardez leur blog. Allez, première question de Sébastien. L'IA pour tous les collaborateurs, OK, mais pour quel coût? IA local, privé, open, et quid de la sécurité, de la souveraineté? Quels sont les vrais bénéficiaires? Alors là, il n'y a pas une question, il y a plein de questions. Alors la partie coût, on va l'adresser un peu plus tard dans la partie tokenomics, mais effectivement, on estime qu'il faut avoir un budget pour chaque collaborateur, pour les agents. Didier, je ne sais pas si tu es encore là, d'ailleurs. Si tu es encore là, n'hésite pas à venir partager ta vision à toi en tant que DG sur le coût de l'IA auprès des équipes. Alors, c'est un énorme sujet de débat que j'ai régulièrement. Donc, moi, je n'hésite pas à dire, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais dans le principe, je dis, moi, je suis prêt à mettre 10 € par heure et par ingénieur sur les AI. Pourquoi? Parce qu'en fait, globalement, ce que l'on va chercher, c'est des facteurs de très hauts facteurs de productivité avec ces outils-là. Et donc, de fait, 10 € par heure, ça fait 80 € par jour. C'est très nettement inférieur au TJ d'un ingénieur, en fait. Donc, ça, c'est l'esprit. Dans l'esprit, je pense que c'est très important de dire, en fait, et pourquoi je dis 10 € par heure et par ingénieur, c'est pour retirer le sujet. Finalement, ça coûte cher. Ça coûte pas cher d'utiliser de l'AI. C'est simplement une manière d'augmenter sa productivité. C'est comme de dire à un chauffeur de taxi, l'essence, ça coûte cher. Bien évidemment que l'essence, ça coûte cher. Mais s'il n'avait pas d'essence, il ne pourrait pas faire de course. Et donc, du coup, la valeur qu'il crée avec l'essence qu'il utilise, c'est ça qui est important. Donc, ce qui est important maintenant, c'est de se dire, il va falloir mettre dans les budgets des entreprises, il faudra mettre un budget token. Un petit peu comme on met un budget essence quand on fait une société de taxi. Pour faire tourner son entreprise, si elle s'appuie de plus en plus sur l'AI, il faudra avoir son budget token. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien vaut un token. Globalement, tout le monde pense qu'on est sur une industrie qui est très largement subventionnée et que de fait, le prix du token aujourd'hui, il est difficile à connaître. Il faut aussi faire attention à ça, de ne pas construire un business model qui est trop token dépendant. Et le jour où le vrai prix du token arrive, finalement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a disrupté notre business model? Ce que j'ai envie aussi de rajouter, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même de la chance, c'est qu'on peut apprendre avec un prix du token qui est subventionné. Dans quelques mois, j'imagine que ces subventions vont disparaître et que le coût de l'apprentissage, de ce fait, sera beaucoup plus important puisqu'on sera sur des tokens qui sont plus subventionnés. Et donc là, tous les gens qui sont aujourd'hui en train d'apprendre et de pratiquer, en fait, prennent un avantage qui est très important puisque de fait, ils sont subventionnés pour apprendre. Ce qui ne sera plus le cas, je pense, d'ici quelques mois. Voilà, donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est nécessaire de mettre en place des budgets tokens dans vos budgets. Si vous ne le faites pas, c'est comme si vous êtes une société de taxi et que vous n'avez pas mis de budget essence ou électricité, on peut dire aussi électricité. Si vous n'avez pas mis ça, quelque part, vous allez avoir un problème à un moment donné puisque vous ne pourrez pas dépenser. Derrière, il ne faut pas le voir comme un coût, il faut le voir comme un investissement. Et donc, il est nécessaire de mettre en place une stratégie FinOps parce que c'est important de dépenser de l'argent, d'investir dans les tokens. Mais quelque part, il faut être aussi capable de mesurer le retour sur investissement. Et pour ça, il faut un suivi des dépenses et bien vérifier qu'il y a de la valeur qui est créée en face des tokens qu'on a achetés. Merci Didier. Est-ce que je peux te garder encore quelques instants parce qu'il y a une autre question qui pour moi est centrale, sur laquelle j'aimerais bien avoir ton partage. Nous aujourd'hui, chez Sphère, en fait, on a parmi nos piliers, il y en a quand même deux qui sont très importants, c'est l'IA et la confiance, et le cloud de confiance. Et du coup, j'ai une question qui va dans ce sens-là, de Sébastien. Beaucoup d'entreprises françaises font le choix de Mistral on-prem pour des raisons de souveraineté et de sécurité des données. Qu'est-ce que nous, en fait, du point de vue de Sphère, on en pense de ça? Donc, déjà, la souveraineté, c'est un sujet qui est très compliqué parce que c'est un sujet à géométrie variable et moi, je le vois comme la souveraineté, je le vois d'abord comme un sujet de liberté. Ce qui est très important pour moi, c'est est-ce que je suis libre de faire ce que je fais, en fait.
Donc, je le vois plutôt sous l'axe éviter le vendor locking. Je ne suis pas très dogmatique là-dessus, c'est-à-dire que moi, je pense que faire le site web de Sphere Institute comme tu l'as fait, le faire avec Mistral, du point de vue de la souveraineté, ce n'est pas tellement intéressant parce qu'au final, tu ne manipules que des données qui sont publiques. Donc déjà, ce qui est important, c'est de dire, moi, je vais mettre en place des outils qui me permettent de choisir la bonne technologie par rapport à mon besoin. Donc déjà, d'être assez souple par rapport à ça. Après, on a effectivement des clients qui nous demandent justement des solutions souveraines au sens territorial, j'ai envie de dire. Et dans ce cadre-là, il y a des modèles comme Mistral qui peuvent répondre aux besoins. Pour être honnête, aujourd'hui, ce n'est pas forcément les meilleurs modèles. Et donc, mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que la qualité d'un SDLC, d'une chaîne de production logicielle, elle dépend du modèle, mais aussi du harnais. Et de plus en plus d'études montrent qu'en fait, ce qui est important, un bon harnais, finalement, compense très largement un LLM pas forcément très performant. Et d'ailleurs, tu l'as dit au départ, tu as dit, des fois, je fais du sonnet et je fais de l'opus, mais du sonnet avec un bon harnais, je m'en sors très, très bien. Et donc, ça, il ne faut pas se dire, parce que je n'utilise pas le meilleur modèle, de ce fait, je ne suis pas capable de produire du code de bonne qualité. Ce n'est pas correct. On peut produire du code de bonne qualité avec des LLM qui ne sont pas forcément très performants. Le sujet, je pense que ce qu'on va de plus en plus payer, ce n'est pas tellement la qualité du modèle, c'est la vitesse de réponse. C'est-à-dire qu'on passe de plus en plus de temps à attendre, et ce temps est précieux, et on a de plus en plus envie d'avoir de réponses rapides. Et on le voit dans ta démo tout à l'heure, tu lances quelque chose, et avant d'avoir la réponse, ça prend 5 minutes. Si finalement le LLM il avait été capable de répondre en 3 secondes, finalement le temps sauvé, il est énorme. Et ça a aussi de la valeur. Donc je pense que le sujet va se déplacer de la qualité de la réponse à la vitesse de la réponse. Voilà un petit peu. Et il est probable que si on fait du LLM on-premise, le côté vitesse va atteindre des paliers qu'on n'aura pas sur des infrastructures avec hébergées. Donc, gardons en tête qu'il faut absolument ne pas être libre dans son choix et prendre le bon modèle et la bonne solution par rapport au cas qu'on doit adresser. Super, merci Didier. J'ai Emmanuel qui nous demande si on va écrire un livre blanc sur le dev avec l'IA, mais un livre blanc non biaisé sur un choix d'outils par défaut. Je trouve que c'est une très bonne suggestion. Et ce que je peux dire, c'est que chez Sphere, en fait, on n'est pas vraiment biaisé. En général, on a surtout des convictions sur les outils et les acteurs qui sont pour nous les plus pertinents pour nos clients et pour le futur de notre domaine. Donc, on garde l'idée. La difficulté, c'est que la durée de vie d'un tel livre blanc, elle est assez courte. Elle est très, très courte, mais ça peut être intéressant. Peut-être une question pour toi, Jérôme. Dans ton expérience, on a forcément un vrai sujet de consommation de tokens et d'optimisation. Et du coup, les gens se posent la question, comment est-ce qu'on peut réduire? Est-ce que tu aurais un truc ou deux que tu pourrais partager avec le public pour justement réduire un petit peu la consommation de tokens? Est-ce que toi, tu bascules sur des modèles type sonnet ou est-ce que tu as d'autres astuces? Déjà, effectivement, il y a la technique de faire les plans avec Opus et l'implémentation avec Sonnet. Ça, c'est une première chose qui peut être faite. Je ne le ferai pas forcément pour des choses très, très complexes. Potentiellement rester sur Opus pour ce genre de choses. Sinon, il faut savoir que les tokens les plus chers, c'est les tokens d'output, donc ceux qui sont vraiment générés par Claude. Et donc, pour diminuer cela, à part dire à Claude de moins parler, c'est difficile. Donc après, il y a des trucs qui existent, hein. Par exemple, il y a un repo qui a fait du bruit il n'y a pas très longtemps, c'est Caveman. En gros, c'est Claude, on va lui dire de parler comme un homme des cavernes. Et donc, il va enlever tous les déterminants et ce genre de choses. Ça va réduire effectivement le nombre de tokens finaux. Mais ça peut évidemment aussi réduire la compréhension derrière qui est faite par nous. Donc, ça peut être à double tranchant.
Après, au niveau de l'input, évidemment, il y a plein de manières de diminuer. Moi, j'utilise par exemple RTK. C'est un petit programme en Rust, je crois, qui va remplacer certaines commandes par... voilà, exactement. Je le vois dans les commentaires. Qui va remplacer certaines commandes bash classiques, mais par des commandes qui ont moins de tokens à la fin, tout simplement. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut faire. Et oui. Voilà. Super, merci. Alors, j'ai une question sur la partie formation, je vais la prendre rapidement. C'est, est-ce que les formations sont destinées uniquement à l'usage de Cloud Code? Non, non, les formations que j'ai présentées, en fait, à part la formation qui s'appelle Cloud Code, mais nos développeurs augmentés par l'IA s'adaptent, en fait, aux différentes technologies, hein, que vous soyez sur Cloud, sur Gemini, sur Codex. Nous, l'idée, en fait, c'est qu'on vous apprendre vous allez respirer, en fait, le savoir-faire de Sphère. Vous allez apprendre nos méthodologies, vous allez apprendre notre approche, notre vision, justement, pour utiliser les agents de codage de manière efficace et professionnelle. Et après, on va les décliner sur l'environnement que vous souhaitez. Une question pour toi encore, Jérôme, parce qu'il y a un vrai sujet de notre fonctionnement qui change, hein, cette rupture, mais du coup, est-ce que toi, aujourd'hui, comment tu t'y retrouves en termes de satisfaction dans le travail, de développement, de plaisir? Est-ce que ça a disparu ou est-ce qu'au contraire, ça s'est renforcé avec l'arrivée de ces nouveaux outils de codage agentique? Moi, je dirais que ça s'est renforcé, en fait. En fait, la seule limitation maintenant qu'on a, c'est notre cerveau, finalement. À quelle vitesse on peut traiter ce que Claude nous dit et à combien on peut lancer de sessions en parallèle, combien on a d'idées. Finalement, c'est ça maintenant qui nous limite plus que la réalisation elle-même. Et moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant et ça permet de faire des choses qu'on n'a pas vraiment le temps de faire d'habitude ou qu'on n'imaginerait jamais faire sans ce genre d'outils. Ce serait impossible. Et aussi pour tout ce qui est apprentissage, je trouve que c'est incroyable. On peut se former sur des choses. Dès qu'on a une question, on peut poser à Claude. Bah là, par exemple, si je révise une certif, j'ai mon propre. Claude m'a fait ma petite application où j'ai 1 milliard de questions et je me forme comme ça. Enfin, donc moi, je prends plus de plaisir, je dirais, qu'avant. C'est décuplé. Ouais. Thomas, moi, je vais devoir vous quitter. Est-ce que tu Merci, me Didier. permets de faire une petite séquence pub? Ah, bah, bien sûr. Et c'est l'interruption au pub, là, en Bien blaguant. sûr, Mais bien sûr. en gros, j'ai envie de vous passer 2 messages. Déjà, si vous avez des projets, n'hésitez pas à nous les confier. On a maintenant des équipes augmentées et qui vont très, très vite dans la réalisation des projets. On est vraiment capable de vous accompagner. Bien évidemment, si vous cherchez des trainings, n'hésitez pas à nous contacter. Et Thomas, qui est chez nous responsable de l'entité Institute, a démontré qu'il maîtrisait les outils. Donc, ça démontre à quel point c'est démocratisé chez nous. Et dernier point, Sphère, c'est une entreprise qui est très en avance sur le marché, sur ses usages. Nos ingénieurs ont beaucoup de tokens et en tout cas sont assez libres dans la manière de les utiliser. Et donc, si vous avez envie de rentrer une boîte, de candidater et rejoindre une boîte comme la nôtre, n'hésitez pas. On a d'ailleurs un processus de recrutement qu'on a complètement adapté pour valider, en gros, à la fois votre appétence et vos skills sur les sujets. Voilà, en tout cas, merci à tous. Encore bravo à toute l'équipe qui a organisé ce séminaire qui a un énorme succès. C'était vraiment très, très chouette. J'ai appris encore des choses. Finalement, on n'arrête pas d'apprendre. Et du coup, je vous laisse continuer dans la QA. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Didier. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que je vois l'heure qui tourne. Je vais encore prendre. Allez, on va prendre 2 questions avant de terminer. On a déjà dépassé énormément, mais je pense que ça génère aussi beaucoup d'intérêt. Vous êtes encore très, très nombreux à nous suivre. Alors oui, le replay sera transmis, hein, bien évidemment. Et on fera un petit mail de follow-up avec tout ça. Alors, je vais essayer de prendre une question pour toi, Jérôme. Laisse-moi quelques instants, parce qu'il y a encore pas mal de questions qui n'ont pas été adressées. Il y a un sujet, on a peut-être répondu, mais on va revenir dessus, parce que c'est vrai, c'est des questions de fond. Sur la partie validation, sur la partie review de PR, effectivement, produire du code, 10 fois plus de code sans aide pour la validation, ça va quand même pas nous aider non plus complètement sur la productivité. Est-ce que tu peux revenir un peu sur les harnais que toi tu as utilisés,
sur comment tu fais la partie review, validation du code qui est produit. Mhm. Euh, alors moi, comment je fais? Finalement, je lance ma commande que je vous ai montrée tout à l'heure hein, de review. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher le ticket qui concerne la branche sur laquelle je suis. Il va donc vérifier que tout le code qui a été réalisé correspond à la demande. Euh, Ça va lancer les tests, faire ce genre de choses, vérifier. Un des trucs les plus importants, je pense, c'est ça va vérifier que le code qui a été produit, sûrement généré, respecte les bonnes pratiques du repo et les patterns déjà établis dans le repo. Ça, je pense que c'est le plus important. Et à côté de ça, pendant que lui il fait ça, je peux tester manuellement, réellement la feature, si c'est nécessaire et relire le code aussi en parallèle moi-même. Une fois que lui il a terminé, je peux ensuite rajouter ses commentaires s'ils sont pertinents sur l'AMR. Et ce qu'on peut dire également, c'est que Anthropic fournit maintenant des fonctionnalités de review et même d'ultra review qui sont extrêmement impressionnantes. Ils sont capables de détecter beaucoup de bugs, beaucoup de failles de sécurité dans le code qui est produit. On a des concepts de hook dont on n'a pas parlé, mais qui permettent de déclencher des actions de manière déterministe au fur et à mesure, au fil du cycle de vie de la conversation et de l'usage de Claude. Toi, tu utilises les hooks, Jérôme, par exemple? J'utilise plusieurs, déjà certains pour bloquer certaines actions. J'ai pas forcément envie de laisser Claude push n'importe comment sur mon repo, donc j'ai certains hooks qui bloquent certaines commandes Git. Donc ça, c'est des hooks qui s'exécutent avant des appels d'outils. J'en ai certains pour compresser des outputs du MCP Playwright, par exemple. Pour ceux qui connaissent pas Playwright, ça permet de lancer une instance de Chrome qui va aller naviguer sur notre application. Et souvent, les outputs générés de texte par ce MCP sont assez lourds. Et donc, j'ai par exemple un hook qui va aller supprimer tout ce qui est un peu inutile pour ensuite l'envoyer à Claude. Alors, évidemment, il y a des choses qui sont quand même obligées de rester, donc ça va quand même prendre pas mal de contexte. Hein. Dans tous les cas, c'est comme ça que fonctionnent les MCP. Hein. Mais oui, j'ai plusieurs hooks comme ça qui sont très utiles. Et là, après, on peut imaginer énormément de choses. Hein. C'est infini. Voilà, c'est infini. Et c'est vrai que les hooks, ça a l'avantage d'être déterministe, quoi. Ça va s'exécuter et du coup, on peut C'est balancer ça. tous les contrôles que l'on veut. Et puis après, on a toute notre chaîne d'intégration CI/CD. Hein. Après, on va avoir. C'est pas parce qu'on utilise Claude que derrière, on n'a pas un workflow très, 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 très robuste que l'on met en œuvre autour de notre production de code. Je vais prendre une dernière question, parce que je pense qu'elle est très importante aussi pour faire le pont avec ce qu'on a vu dans le webinaire dernier. C'est quelle est la granularité pour un cycle d'itération, une tâche, une feature, une user story, un projet entier. Alors là-dessus, moi, je vais revenir sur le webinaire précédent que j'avais animé sur le changement en fait du métier de développeur. Ça, c'est un graphe qui est fait par Meter. Donc, c'est une des entreprises un peu de référence qui font des publications autour de leurs travaux de recherche sur l'industrie de l'IA. Et on voit en fait la notion d'horizon temporel où on a sur l'axe des Y la durée en fait d'une tâche humaine qui est capable de faire un agent IA avec un niveau de performance ici de plus de 50%. Vous voyez que cette courbe elle est exponentielle, c'est-à-dire que prenons l'autre sens. En 2024, un agent IA était capable de faire des tâches de quelques minutes avec un taux de succès de plus de 50%. Début 2025, c'est des tâches de 30 minutes. Fin 2025, c'est des tâches de 4h30. Début 2026, c'est des tâches de 5 jours. D'accord? De 5 heures, pardon. Février 2026, c'est des tâches de 14 heures. Donc, en fait, la taille, en fait, l'unité de production, en fait, la granularité pour un cycle d'agent de codage, en fait, le one shot qui est capable de vous faire votre agent de codage avec un taux de performance qui est significatif, il évolue de manière super exponentielle. Ce qu'on imagine, c'est que mi-2026, c'est-à-dire dans quelques jours, en fait, on soit capable de faire
en one shot avec des agents IA, des tâches qui prendraient 1 à 2 semaines. Et fin d'année, des tâches qui prendraient entre 3 et 5 semaines. Donc des sprints complets, en fait, cette année, vont pouvoir être réalisés par des agents de codage. Moi, je le vois, je suis en train de développer des outils assez avancés pour mon activité. Je considère que c'est déjà le cas. Hein. Je fais des features qui m'auraient pris plusieurs semaines et qui sont typiquement, qui nécessitent plusieurs personnes normalement. Claude le fait tout seul, le fait même en quelques minutes aujourd'hui. Et donc, début 2027, on estime que quelque part sur le premier semestre, les agents de codage seront capables de prendre l'équivalent de tâches qui prendrait plusieurs mois en fait aux équipes de développement. C'est la trajectoire que ça prend, c'est le consensus aujourd'hui de l'industrie. Donc c'est une réalité et c'est aussi pour ça qu'il faut vraiment monter en compétence, il faut vraiment accélérer sur ces sujets. C'est voilà, on vous l'a dit plein de fois, mais c'est une transformation réellement radicale de nos métiers, de la manière dont on va produire du logiciel. Voilà, je pense on a beaucoup dépassé. On va pouvoir s'arrêter là. Comme je vous l'ai dit, vous recevrez le replay, on fait un petit mail de follow-up et je vous partagerai un petit repo avec un petit tuto pour reprendre ces étapes pas à pas. C'est très facile de démarrer sur Cloud Code. Vous pouvez prendre un petit abonnement. Alors, ça vaut vraiment pas cher. Hein. Prenez l'abonnement pro pour découvrir. Ça vaut 17 €. Prenez quelque chose de mensuel. Ça vaut vraiment le coup pour expérimenter. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, pour avoir suivi ce webinaire et j'espère que vous aurez appris plein de choses intéressantes. N'hésitez pas à nous contacter. À très vite sur notre site formation si vous voulez monter en compétences. Et puis j'espère qu'on se reverra dans un des futurs webinaires. Merci Jérôme, merci Didier, merci à toute l'équipe Sphère qui a fait venir tous ces participants. C'est un vrai engagement en groupe. Donc merci à tous pour le succès de ce webinaire. Et à très vite dans un monde de plus en plus agentique. Au revoir à tous et toutes. Bonne journée.